Au cours d'une conversation apparemment innocente, ma copine m'a révélé qu'elle envisageait une relation libre. J'avais prévu de la demander en mariage. Voici comment le simple fait de parler lui a tout coûté et pourquoi certains mots sont irréversibles. Salut, c'est Eden. Je prépare ça depuis des mois. Tu sais, la bague était déjà dans mon tiroir, dans ce petit écrin de velours, attendant le bon moment après son anniversaire. Ena vivait avec moi depuis 1 an à ce moment-là, et je pensais qu'on avait trouvé la solution. Pas parfaite, mais solide. Le genre de solution solide où on arrête de se demander si on construit quelque chose de réel et on commence à planifier la suite. Sauf que ces derniers temps, quelque chose clochait. Je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus au début. Ce n'était pas de grosses disputes ou de choses dramatiques du genre. C'était plus léger. Sa façon de rire quand j'évoquais quelque chose de durable, comme si elle pensait que je racontais une blague, ou ses remarques désinvoltes, ses phrases toutes faites sur la façon dont les gens s'éloignent, sur le fait que personne ne reste éternellement la même personne. Elle disait ça en faisant défiler les messages sur son téléphone, sans même me regarder, comme si elle réfléchissait à voix haute. Mais je l'entendais à chaque fois. Elle aussi a commencé à passer plus de temps sur son téléphone. Pas de façon évidente, à cacher quelque chose, juste présente, mais pas vraiment présente. On regardait quelque chose ensemble et elle était à moitié concentrée, à taper, souriant à ce qui s'affichait sur son écran. Quand je lui demandais à qui elle parlait, elle répondait « travail » ou « ami ». Rien de secret. Et je la croyais. Mais j'avais quand même l'impression de rivaliser pour attirer l'attention avec quelque chose que je ne pouvais pas voir. Le plus bizarre, c'est qu'elle n'arrêtait pas de répéter à quel point on était honnête l'une envers l'autre. Genre après des disputes, et on en a de plus en plus ces derniers temps. Elle disait quelque chose comme « J'aime qu'on puisse être honnête l'une envers l'autre ». Ou « Voilà à quoi ressemble une communication saine ». Et je restais plantée là à me demander « D'accord, mais pourquoi je me sens plus mal maintenant qu'avant ?» J'essaie de faire abstraction de ça. Je me disais qu'elle était stressée par le travail. Ou peut-être avait-elle simplement besoin d'espace pour être elle-même. Elle avait toujours été indépendante, et j'adorais ça chez elle. Je ne voulais pas être le genre de gars qui a constamment besoin d'être rassuré, vous savez? Alors, je lui ai laissé de l'espace. Je me suis rétractée quand elle semblait distante. Je me suis convaincue que ce n'était qu'une phase, que tous les couples traversent des moments où les choses semblent un peu bizarres avant de se calmer. Mais un soir, on est sorti avec des amis et quelqu'un a évoqué les fiançailles. L'un des garçons venait de demander sa petite amie en mariage et tout le monde était excité, s'échangeant des photos de la bague. Anna est restée silencieuse, pas vraiment mal à l'aise, mais renfermée. Quand on lui a demandé si on y avait déjà pensé, elle a dit, et je m'en souviens parfaitement. Elle a dit, tout le monde n'a pas envie de se confiner si tôt. On avait tous les deux 27 ans. Elle a ri après avoir dit que ce n'était pas ce qu'elle pensait. Ce mariage, elle n'y pensait pas vraiment. Mais j'ai vu son expression quand ils en ont parlé. Comme si l'idée la faisait reculer physiquement. J'aurais dû dire quelque chose à ce moment-là. J'aurais dû lui demander franchement ce qui se passait. Mais je ne voulais pas paraître dépendant. Je ne voulais pas forcer une conversation qu'elle n'avait clairement pas envie d'avoir. Alors, j'ai attendu sans cesse qu'elle revienne à la version de nous que je croyais être en train de construire. Un soir, je n'ai pas pu m'en empêcher. On se préparait à aller au lit, et je lui ai demandé, à moitié en plaisantant, si elle en avait déjà marre de moi, en essayant de rester légère, vous savez, de lui donner l'occasion de me dire que j'étais ridicule. Elle a ri trop vite, trop fort. Elle a dit, bien sûr que non. C'était quoi ce genre de question? Mais à sa façon de le dire, mince, ça a mal tourné. Comme si je l'avais prise au dépourvu et qu'elle avait dû se démener pour trouver la bonne réponse. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Je suis restée allongée là, à fixer le plafond pendant qu'elle dormait à côté de moi. Je pensais à cette bague stupide dans mon tiroir. Je pensais à tous ces petits commentaires, toutes ces demi-blagues sur les gens qui changent et s'éloignent. Je pensais à la façon dont elle me regardait avant, comme si j'étais la personne à qui elle voulait tout dire. Et maintenant, elle me regardait comme si j'étais quelqu'un à qui elle devait tout expliquer. Et le pire, c'est que je voulais encore croire que tout était dans ma tête.
que je réfléchissais trop, que je créais des problèmes là où il n'y en avait pas. Que c'était peut-être moi qui devais changer, être moins sérieux, moins concentré sur l'avenir. Mais au fond de moi, je le savais déjà. Je savais qu'elle s'éloignait, même si je ne pouvais pas encore l'admettre. Je savais que lorsque je la demanderais enfin en mariage, il y avait une réelle chance qu'elle refuse, ou pire, qu'elle dise oui et qu'elle passe le reste de nos vies à m'en vouloir de l'avoir demandé. La bague est restée dans le tiroir. Salut, Enna. Je ne sais pas quand ça a commencé exactement, mais à un moment donné, j'ai commencé à me sentir coincée. Pas dans le genre de relation qui ne va pas bien. Eden était bon avec moi. Vraiment bon. Il m'aimait d'une manière constante et fiable qui aurait dû me donner l'impression d'avoir de la chance. Et je me sentais chanceuse la plupart du temps, mais il y avait un autre sentiment sous-jacent. Cette inquiétude que je ne pouvais pas chasser, malgré tous mes efforts pour la raisonner. C'était comme si nous avions construit cette vie ensemble, confortable, sûre, exactement comme je pensais la vouloir. Mais certains matins, je me réveillais et le voyais encore dormir à côté de moi en me demandant « C'est tout ? Le reste de ma vie, c'est ça ?» Et je me sentais immédiatement coupable d'y avoir pensé, parce que ce qui n'allait pas chez moi, c'est que j'avais quelque chose de bien et que je voulais encore autre chose. Je ne pouvais l'expliquer à personne sans passer pour une. Mes amis m'auraient dit que j'étais ingrate, que je devrais être heureuse d'avoir trouvé quelqu'un qui voulait vraiment s'engager plutôt que de jouer. Ils auraient eu raison. Mais savoir cela ne faisait pas disparaître ce sentiment. Le travail est devenu une échappatoire, vous savez, non pas parce que j'aime mon travail ou quoi que ce soit, mais parce que c'était un endroit où je pouvais être une autre version de moi-même. La version qui existait avant que je sois la petite amie de quelqu'un, avant que ma vie ne soit si étroitement liée à celle d'une autre personne que je ne me souvenais plus de ce que je voulais, indépendamment de ce que nous voulions. C'est à ce moment-là que Marc a commencé à m'accorder plus d'attention. Il avait toujours été amical, mais c'est passé à autre chose, de longues conversations à la machine à café, des messages inutiles, mais qui étaient envoyés quand même. Des compliments qui donnaient l'impression qu'il me voyait vraiment, au lieu de la simple petite amie fiable que j'étais devenue. Et j'aimais ça. Mon Dieu, j'aimais ça plus que je n'aurais dû. Je me disais que c'était inoffensif, juste amical, juste agréable de se sentir remarqué. Mais j'ai commencé à faire plus attention à mon apparence les jours où je savais qu'il serait au bureau. J'ai commencé à rire un peu plus fort à ses blagues. Et chaque fois qu'Eden me demandait comment s'était passée ma journée, je supprimais complètement Marc de l'histoire. Non pas parce qu'il s'était passé quelque chose, mais parce que je savais comment ça sonnerait. Le fait est que je n'étais pas mécontente d'Eden. C'est ce qui rendait la situation si confuse. Il n'avait rien fait de mal. Il était toujours la même personne dont j'étais tombée amoureuse. Mais j'avais changé, ou plutôt envie de changer, ou envie de changer. Je ne pouvais même plus le dire. Je savais juste qu'en pensant à notre avenir, au mariage, aux enfants et à vieillir ensemble, je ressentais un poids dans ma poitrine, comme si je renonçais à des parties de moi-même que je n'avais pas encore fini d'être. J'ai commencé à lire des articles en ligne sur les relations libres. Non pas parce que j'en voulais vraiment une, je ne pense pas, mais parce que je voulais comprendre pourquoi je ressentais cela. Pourquoi l'engagement me donnait moins l'impression d'être en sécurité que d'être une cage. Ces articles donnaient l'impression d'être si matures et évolués, comme si les personnes capables de gérer ce genre d'arrangement étaient plus honnêtes et moins craintives que les autres. Et j'ai commencé à me convaincre que c'était peut-être ce dont nous avions besoin. Non pas de rompre, mais de nous épanouir, de nous donner l'espace d'être des personnes à part entière plutôt qu'un simple couple. Je me suis dit que j'aurais le courage d'avoir une conversation difficile, que j'aurais suffisamment confiance en notre relation pour être vraiment honnête sur ce que je ressentais. Alors, un soir, après le dîner, un dîner tellement banal, rien de spécial, juste un repas et des conversations sur nos journées, je l'ai dit. Je l'ai lancé comme une pensée anodine, je lui ai demandé ce qu'il pensait des couples qui essayaient des relations libres. Le silence qui a suivi était si pesant que j'avais du mal à respirer. Il m'a juste regardé, sans rien dire pendant ce qui m'a semblé une éternité. Et j'ai paniqué, j'ai commencé à parler trop vite, essayant de rendre les choses moins sérieuses. Je lui ai dit que je ne parlais pas forcément de nous, que j'étais juste curieuse, que j'avais lu des choses intéressantes, que les gens changent, et que parfois les relations doivent évoluer avec eux.
Mais je le voyais sur son visage. La façon dont quelque chose s'est éteint derrière ses yeux. La façon dont il me regardait comme s'il voyait quelqu'un qu'il ne connaissait pas. Il a finalement parlé, d'une voix si prudente, si maîtrisée. Demande-moi avec qui il était censé rivaliser s'il était d'accord. Et je me suis figée, parce que, bien sûr, il n'y avait personne. Pas vraiment. Marc non. Enfin, rien ne s'était passé. Mais à la façon dont Eden me l'a demandé, à la façon dont il me regardait, je savais que ma réponse comptait plus que tout ce que je lui avais dit. Je ne lui ai répondu à personne en particulier. Et même en prononçant ces mots, je savais ce que ça signifiait. Je savais que ça sonnait comme un mensonge. Je savais que c'était comme si j'avais déjà choisi quelqu'un dans ma tête et que je demandais juste la permission de faire ce que j'avais déjà décidé de faire. Il n'a pas crié, ne s'est pas mis en colère, il a juste hoché lentement la tête comme si je confirmais quelque chose qu'il soupçonnait. Et d'une certaine manière, c'était pire que s'il avait complètement perdu la boule. J'ai essayé de lui expliquer, de revenir en arrière, mais tout ce que je disais aggravait la situation. De toute façon, il ne m'écoutait plus. Il avait déjà quitté la conversation. Même s'il était toujours assis juste en face de moi, et le pire, c'est que je ne savais toujours pas ce que je voulais vraiment. Je savais juste que, quelle que soit la porte que je venais d'ouvrir, je ne pourrais plus la refermer. Elle s'est tue après ça. Et nous sommes restés assis là un moment. J'entendais l'horloge tic-tac dans la cuisine. Sa respiration s'accélérait, comme si elle attendait que j'explose. Mais je n'étais pas en colère. Pas comme elle l'aurait probablement cru. J'en avais juste assez de faire semblant. Je ne comprenais pas ce qui se passait. J'ai laissé le silence s'installer une minute. Puis je lui ai posé la question directement. Si j'acceptais, qui serait exclu? Mes amis? Ses amis? Des amis communs? Tes collègues? Mes collègues? Qui? Elle a bégayé, a commencé à dire que je déformais les choses, que j'en faisais quelque chose d'inhabituel. Mais je voyais la panique sur son visage. Ce regard, quand on rappelle à quelqu'un ce qu'il évite de dire à voix haute. J'ai gardé une voix calme. Je lui ai dit que j'y avais déjà réfléchi. Je lui ai dit que si j'acceptais une fois, la file d'attente continuerait d'avancer. D'abord par curiosité, juste pour explorer le nom qu'elle voulait. Ensuite, ce serait quelqu'un qu'elle connaissait déjà, quelqu'un du travail probablement. Ensuite, je vivrais avec du ressentiment, attendant que le vent tourne ou carrément qu'on me trompe. Je n'allais pas construire un mariage sur cette pente. Et oui, j'ai dit mariage, parce que c'est bien de ça qu'il s'agissait. Elle a essayé de faire marche arrière. Elle a dit qu'elle ne faisait que parler, qu'elle lançait des idées sans vraiment le vouloir. Et vous savez quoi? Ça a aggravé les choses, parce que si elle ne faisait que parler, ça signifiait qu'elle y avait suffisamment réfléchi pour en parler. Qu'elle y avait suffisamment réfléchi pour s'entraîner à le dire. Elle est restée là une minute, attendant peut-être que je change d'avis, essayant peut-être juste de digérer ce qui venait de se passer. Puis elle est allée dans la chambre. Je l'ai entendue pleurer à travers la porte, mais je ne suis pas entrée. Je suis restée assise sur le canapé toute la nuit. Je n'ai pas dormi. Je n'arrêtais pas de penser aux mois passés à essayer de me convaincre que tout allait bien alors qu'elle préparait déjà son départ. Comment j'étais prête à lui promettre l'éternité pendant qu'elle s'assurait d'avoir des options. La bague était toujours dans mon tiroir. Elle y serait probablement toujours. J'ai déménagé dans la semaine, je suis restée chez ma sœur en attendant de trouver un logement. Je ne supportais plus d'être dans cet appartement avec lui qui me regardait comme une étrangère, comme si j'étais devenue quelqu'un qu'il ne connaissait pas. J'ai essayé d'en parler à des amis, d'expliquer ce qui s'était passé sans paraître terrible. Certains se sont mis en colère à ma place, l'ont traité d'incertain, ont dit qu'il avait réagi de manière excessive à une simple conversation. Mais même en le disant, je les voyais faire le calcul, essayer de comprendre si j'avais vraiment envie de coucher avec quelqu'un d'autre ou si j'explorais juste des idées, comme je le prétendais. Certains de mes amis ont été plus honnêtes. Ils m'ont dit que j'avais abusé de l'honnêteté. Ce sont des pensées qu'on garde pour soi, car les dire à voix haute change tout. Et ils avaient raison. Mais l'entendre m'a juste fait me sentir encore plus mal, parce que qu'est-ce que ça disait de moi?
qu'on ne pouvait même pas me faire confiance pour savoir quelle pensée valait la peine d'être partagée. Le travail est devenu insupportable. Je croisais Marc dans le couloir et je me sentais mal. Non pas parce qu'il avait fait quelque chose de mal, mais parce que je l'avais utilisé comme une sorte d'échappatoire imaginaire sans même m'en rendre compte. Il a senti que quelque chose clochait. Il a commencé à prendre ses distances. Il a probablement entendu, par les ragots du bureau, que notre relation avait implosé. Et je ne pouvais même pas l'expliquer à qui que ce soit, car chaque version me donnait l'impression d'être déloyale ou instable, ou de ne pas savoir ce que je voulais, ce qui, je suppose, n'était pas le cas. J'ai envoyé un texto à Eden au bout de quelques jours, pour lui dire qu'on devrait parler, que je ne pensais pas ce qu'il avait dit, que j'avais eu peur et que j'étais perdue et que j'avais dit une bêtise sans réfléchir. Il a répondu presque immédiatement, « Tu le pensais assez pour le dire. » 6 mots. C'est tout ce que j'ai eu. Mais je ne pouvais pas laisser passer ça. Je n'arrivais pas à accepter qu'une conversation ait tout mis fin. Alors, je suis arrivée à l'appartement un soir et j'ai attendu dehors qu'il rentre du travail. Il avait l'air fatigué en me voyant l'attendre, comme s'il avait déjà eu cette conversation en tête des centaines de fois et qu'il ne voulait pas l'avoir pour de vrai. J'ai essayé de m'expliquer, je lui ai dit que c'était une erreur, que j'avais juste peur de me perdre dans cette relation, que j'avais paniqué et que j'avais dit quelque chose que je ne voulais pas vraiment, que je l'aimais, que je voulais arranger ça. Il a écouté tout ce que j'ai dit, ne m'a pas interrompu, ne s'est pas énervé, a juste attendu que j'ai fini, puis a dit si doucement que j'ai failli ne pas l'entendre. Et en essayant de ne pas te perdre, tu m'as perdu. J'aurais voulu argumenter. Je voulais lui dire que ce n'était pas si simple. Mais c'était si simple, n'est-ce pas? J'étais si inquiète. À propos d'une version imaginaire de moi-même. Je pensais rater l'idée d'avoir détruit la vraie chose que j'avais. Il n'a pas crié, n'a pas fait de scène, il m'a juste dit qu'il devait rentrer. Qu'il n'y avait plus rien à dire. Et puis il est parti. Il est passé devant moi et est entré dans le bâtiment. Et je suis restée plantée là, sur le trottoir, comme une idiote, à attendre qu'il redescende et me dise qu'il avait changé d'avis. Il ne l'a pas fait. La bague dont il a parlé, celle dont j'ignorais l'existence jusqu'à cette dernière conversation. Je ne l'ai jamais vue. Je ne la reverrai jamais. Je croise parfois des amis communs. Ils sont polis mais distants. Comme s'ils ne savaient pas de quel côté ils étaient censés être, alors ils évitent tout simplement de choisir. Personne ne prononce son nom devant moi. Au début, j'ai pensé qu'ils étaient prévenants, essayant de ne pas évoquer des souvenirs douloureux. Mais ensuite, j'ai réalisé que ce n'était pas ça. Ils ne savaient juste pas quoi dire de ce que j'avais fait. Parce que dire? J'avais eu quelque chose de solide et de vrai, et j'avais tout gâché pour rien. Pour une pensée que je voulais oser, pour une idée stupide selon laquelle l'honnêteté signifiait exprimer à voix haute chaque sentiment à moitié formé sans se soucier du prix à payer. Je pensais faire preuve de maturité en évoquant cela. Je pensais être évoluée, moderne et ne pas avoir peur des conversations difficiles, mais en réalité, j'étais juste égoïste. J'aurais voulu la permission de le garder comme filet de sécurité pendant que j'explorais ce que je pensais manquer. Et le pire, c'est que je ne sais toujours pas ce que c'était. Je n'arrive même pas à le nommer. Juste cette vague agitation qui me semblait suffisamment importante pour tout risquer et qui s'est avérée être rien du tout. Je l'ai perdue pour une pensée. Pas même une action, juste une pensée. Une pensée que j'avais dite à voix haute au mauvais moment, à la mauvaise personne. Une pensée qui lui a révélé exactement qui j'étais quand je me sentais piégée et qu'il a décidé que ce n'était pas quelqu'un avec qui il pouvait construire une vie. Il avait raison. Je le sais maintenant. Il m'a fallu beaucoup trop de temps pour le comprendre, mais je le sais. Je n'étais pas prête à ce qu'il m'offrait. Je n'étais pas assez mature pour reconnaître que mon inquiétude ne venait ni de lui ni de nous. Elle provenait de mon ignorance, si ce n'est de mon statut de petite amie. Et maintenant, je ne suis la petite amie de personne. J'ai juste appris à mes dépens que certaines erreurs sont irréparables. Qu'on ne peut pas revenir en arrière, qu'on ne peut pas retirer des mots qui montrent à quelqu'un combien on accordait peu d'importance à ce qu'il essayait de construire avec nous. L'appartement que nous partagions a maintenant de nouveaux locataires. Je suis passée devant la semaine dernière et j'ai vu d'autres rideaux aux fenêtres. C'est comme si on n'y avait jamais été.
C'est peut-être mieux comme ça.